Et on arrive, mesdames et messieurs, à notre débat principal pour aujourd'hui, centré sur la journée internationale de l'éducation. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Manal Mourad, qui est égyptologue et guide touristique. Bonjour. Ça va bien, merci. Bonne année. Merci, bonne année à vous et à tout le monde. Alors, avant de commencer notre interview, on va voir ensemble un commentaire centré sur notre sujet. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, les musées d'Égypte apparaissent comme des symboles puissants de la transmission du savoir à travers les âges. Ils rappellent que l'éducation est un héritage universel et un pilier fondamental du progrès humain. Voyons ensemble. L'Égypte est considérée comme l'un des plus anciens berceaux de la civilisation humaine. Depuis l'Antiquité, elle a joué un rôle fondamental dans le développement du savoir, des sciences, de l'art, de la pensée humaine. Aujourd'hui, les musées égyptiens ne sont pas seulement des lieux de conservation du patrimoine, mais de véritables espaces éducatifs qui racontent l'histoire de la connaissance à travers les siècles. Les musées d'Égypte tels que le musée égyptien du Caire, le Grand musée égyptien, le musée national de la civilisation égyptienne ou encore la bibliothèque d'Alexandrie offrent aux visiteurs une expérience éducative unique. Ils permettent de comprendre comment les anciens Égyptiens ont développé l'écriture, les mathématiques, la médecine, l'astronomie et l'architecture, bien avant de nombreuses autres civilisations. À travers leurs collections, les musées égyptiens illustrent la continuité du savoir depuis l'époque pharaonique, en passant par les périodes grecques, romaines, coptes et islamiques, jusqu'à l'époque moderne. Manuscrits, papyrus, statues, instruments scientifiques et œuvres d'art témoignent de l'évolution de la pensée humaine et de l'importance de l'éducation dans la construction des sociétés. Aujourd'hui, les musées égyptiens jouent un rôle essentiel dans l'éducation moderne. Ils proposent des programmes pédagogiques, des ateliers pour des jeunes, des expositions interactives et des ressources numériques qui encouragent l'apprentissage tout au long de la vie. Ces initiatives renforcent le lien entre le passé et le présent et rendent le savoir accessible. Et on commence notre interview avec notre invitée, Dr Manal Mourad. Je répète, elle est guide touristique et égyptologue. Alors, d'après vous, pas d'après vous, parlez-nous de l'éducation et l'importance de l'éducation chez l'Égypte ancienne. Oui, vous voyez, par exemple, dans votre reportage, j'aime bien souligner cette phrase. L'Égypte était très en avance par rapport aux autres civilisations égyptiennes anciennes grâce à l'éducation. Par exemple, depuis très tôt, on voit dans le musée de Zoser, le musée d'Imhotep à Saqqara, les équations mathématiques par les mains de Imhotep, un grand architecte. Donc il y avait une discipline des architectes, il y avait une discipline éducative. L'écriture égyptienne est une écriture idéographique et phonétique à la fois. Et l'enfant était censé aller à l'école. Et l'école était connue comme un père ankh, c'est-à-dire la maison de la vie vraie. Donc la vraie vie. Et dans cette école, l'enfant égyptien fut censé apprendre énormément de choses. L'écriture, la mathématique, l'astronomie, et ça dépendait de son niveau intellectuel. Il avançait pour être scribe. Filles et garçons, bien sûr. Filles et garçons, tout le monde avait le droit à l'éducation. Je vais vous donner des preuves si vous voulez. Et puis, à l'Ancien Empire, même si c'était restreint
pour la cour royale et toute la noblesse, il y a eu une révolution immense, ce qu'on appelle la première période intermédiaire, qui demandait le droit à l'éducation à tout le monde. Déjà, hein, je vous parle de 2002 avant Jésus-Christ. Ce que les rois fondateurs du Moyen-Empire étaient très vigilants. Ceux qui ont réunifié les doteurs, ils ont donné une capacité aux féodaux et aux gouverneurs égyptiens de pouvoir construire des écoles un peu partout. Donc l'enfant égyptien, très tôt, il a eu le droit à l'éducation, même profonde. Donc il y a eu beaucoup de disciplines, beaucoup d'écoles. L'école Memphite, l'école thébaine, l'école d'Héliopolis, l'école d'Hermopolis, ça c'est les grandes écoles. Et toujours aussi, à part les écoles des enfants, il y a eu des écoles attachées au temple. Ce qui fait du temple aussi un monde un peu complexe. À la fois, il y a eu la métaphysique, la recherche du divin, mais en parallèle, il y a eu la science et la recherche sur la physique, sur la mathématique, etc. C'est pour ça qu'on vous parle d'une alchimie. Aussi, permettez-moi, Yara, de vous parler d'une dernière découverte. En 2024, à côté du Ramesséum, un temple de millions et de millions d'années, le temple de Sa Majesté, le roi Ramsès II, un grand constructeur, celui qui vous accueille au Grand Musée, d'accord, notre grand-père à tous. Donc, au Ramesséum, on n'a pas trouvé seulement tous les greniers de provisions pour le miel, l'huile d'olive, etc., mais on a trouvé ce qui prouve qu'il y avait une école pour les enfants avec les restes des dessins, des papyrus, etc. Donc quand même, ils étaient très vigilants. Ils attachaient au temple de millions et de millions d'années des écoles pour les enfants. Et quel était l'équivalent des universités? Les temples, aussi, on attachait pour les grands. Quand on avance dans l'éducation, je vous ai dit, on était sélectionné, on pouvait devenir scribe mathématicien, scribe pharmaceutique, scribe tout court, qui apprenait à écrire et à lire. Un petit point aussi à noter, si l'Égypte n'avait pas noté l'écriture, si l'Égypte n'avait pas très tôt noté la connaissance, on n'allait pas du tout être à la tête de toutes les civilisations anciennes. On n'allait pas avoir toute cette continuité, toute cette gloire. On a quand même des manifestations physiques concrètes en Égypte. On peut le dire, toutes les trouvailles de papyrus et les temples qui sont là, qui sont inondés d'informations, tous les parois des temples, etc. Aussi, une petite parenthèse si vous le permettez. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a perdu comme papyrus? Pendant le 19e siècle, les bateaux qui étaient remplis de monuments pour les faire sortir de l'Égypte et pour embellir les autres musées du monde entier, que ça soit en France, en Allemagne et tout ça, les responsables n'étaient pas conscients de l'importance du papyrus. Donc on les jetait dans la mer. On se débarrassait de ce poids supplémentaire pour avoir l'or, pour avoir les statues, pour avoir des coffrets en bois. Donc combien de fois on a perdu énormément cette connaissance? Par une crise mondiale à l'époque des Romains, quand ils ont incendié la bibliothèque d'Alexandrie, et plus que 17 000 manuscrits énormes furent incendiés, ce qui est l'équivalent de 23 000 volumes de nos volumes qu'on connaît aujourd'hui, incendiés. Je vous parle de 23 000 volumes. Donc toute la pensée, jusqu'à 280 avant Jésus-Christ, depuis le début, depuis 3500 avant Jésus-Christ jusqu'à 280 avant Jésus-Christ, il y avait des professeurs, des mathématiciens, des historiens. L'historien Manoto qui a voulu absolument traduire la connaissance égyptienne en grec et vice-versa. Tout ça, était perdu. Et quel dommage. Voilà. Alors, pourquoi on considère les musées d'Égypte comme une source importante de savoir aujourd'hui? Oui, parce que la muséologie a commencé d'émaner autre chose, à présenter une connaissance. C'est-à-dire, lorsque vous visitez le Grand Musée, vous n'avez pas seulement un musée chronologique, vous avez des thèmes incroyables. Donc, vous avez tout d'abord des thèmes qui sont discutés par la statuaire, comme le statut du roi, son rôle, etc. Et vous montez dans des escaliers géants, et puis pour trouver l'idée du temple, est-ce que le temple fut à comparer avec une église ou une synagogue
synagogue ou avec une mosquée ou pas, pas du tout. C'était la maison, comme je viens de vous dire, de la divinité, mais en parallèle, on attachait comme des universités grandioses. La connaissance était très marquée. Aussi, vous rentrez dans le grand musée, vous avez 3 axes. L'axe royal, l'axe de la société. Donc ça, on n'a jamais noté. Donc le social fut très important. Donc c'était quoi les contremaîtres, c'était quoi les ouvriers, c'était comment les scribes, comment ceux qui enseignaient la connaissance. Vous voyez, tout ça s'est mis en valeur. Et ensuite, la petite société aussi avec lesquelles l'Égypte fut bâtie. Donc on parle de l'ouvrier et tout ça. Et pourquoi on ne faisait pas ça avant? Parce qu'on n'avait pas les mêmes ressources, on n'avait pas les mêmes fouilles, on n'avait pas les mêmes connaissances. C'est depuis le début du XXe siècle seulement qu'on va souligner l'importance de l'ouvrier par une découverte sur la rive ouest d'un Français qui se nomme Bernard Bruyère, qui a découvert la vallée des artistes et des artisans. Et il n'y a pas longtemps, fin 20e, début 21e siècle, aussi le service d'identité égyptienne avec les Français du CNRS, ils ont mis au jour les tombeaux des ouvriers qui ont bâti les pyramides. Donc on a une documentation de leurs grèves, on a une documentation de leurs anecdotes, on sait qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils envoyaient leurs enfants à l'école, tout ça. Tout ça, c'est des informations qu'on n'avait pas avant. Et ils n'étaient pas des esclaves. Ils n'étaient pas des esclaves. C'était des ouvriers. Oui, attention, l'esclavage, comme le Romain l'avait conçu, n'a jamais existé en Égypte, parce que cet ouvrier fut payé. Et on sait, on a des archives dans les temples, et on a des archives sur papyrus qui montrent le paiement de ces ouvriers. Oui, c'est vrai. Alors, on peut dire que les musées contribuent à la préservation du patrimoine de chaque pays, pas seulement de l'Égypte, et c'est un moyen éducatif beaucoup plus important que les écoles. Pas plus important, mais également important. C'est-à-dire, moi je trouve que l'enfant égyptien a droit de connaître profondément son patrimoine. Il a droit, plus que le français qu'on enseigne, on enseigne le français sur l'histoire de l'Égypte. On l'enseigne sur la connaissance égyptienne, tandis que notre enfant à nous, il survole quelques petites connaissances. Donc vivement que dans l'éducation égyptienne scolaire, primaire, préparatoire et secondaire, à 3 niveaux, de mettre une connaissance sur notre patrimoine, sur cette civilisation grandiose. Est-ce qu'on peut dire que le grand musée égyptien, le GEM, qui a été inauguré officiellement en novembre, c'est pas seulement un musée, mais un endroit éducatif très important? Oui, vous avez vu par exemple pour la première fois, il contient un musée pour l'enfant. Il contient tous les laboratoires de la restauration, comme vous l'avez mentionné, par la trouvaille de la 2e barque de Khéops. Elle se traite dans les sous-bassements du grand musée. Il contient des thèmes éducatifs incroyables. Donc c'est vraiment une grande médressa, si je vous permettez que j'emploie ce mot grandiose qui veut dire une grande école. Comme aussi fut le musée de Tahrir, fut une grande école. Vous savez que c'était une matière à enseigner pour tous les futurs égyptologues. C'était une matière qu'on prenait pendant 4 années universitaires et enseignait petit à petit. Où ça reste? Ça reste parce que c'est quand même un musée chronologique incroyable, avec des pièces incroyables. Voilà. Et avec l'exposition de Yoya et Toya. Oui, et aussi tout le trésor de Tanis. Vous savez, c'est un trésor un peu, on était très silencieux, je parle du média, on était très silencieux par rapport à cette découverte, parce qu'elle fut découverte pendant la 2e guerre mondiale. Donc en pleine 2e guerre mondiale, Pierre Montet découvre des tombes aussi intactes, qui valent tout un canon, qui valent cette découverte aussi inouïe. Mais voilà, on n'a pas parlé, on n'a pas discuté. Mais quel trésor! Quel trésor de Tanis, qui date de 1070 avant Jésus-Christ jusqu'aux années 660 avant Christ. Et aussi, puisque ça me rappelle la découverte des écoles Peraanch, aussi de la 3e période intermédiaire sur la rive ouest de Luxor. Donc jusqu'à la 3e période intermédiaire, on trouve des écoles, des enfants sur la rive ouest et aussi à Thèbes. Vivement qu'on fouille à Memphis. Vivement qu'on fouille un peu partout, parce que on a besoin des budgets, vous voyez, pour fouiller. Alors, comment les nouvelles technologies peuvent-elles enrichir l'expérience des musées égyptiens?
Vous voyez, par exemple, nous maintenant, on est sur une autre ère, l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, rien qu'avec des écrans, rien qu'avec des petites recherches, les enfants sont très attachés à ça. Donc, on leur met tout ça à leur possibilités et ils peuvent par exemple consulter beaucoup de choses, que ce soit par leurs écouteurs ou par les écrans qu'ils trouvent un peu partout dans les musées modernes. Donc les musées modernes vous donnent une chance de recherche beaucoup plus facile que les anciens musées. Est-ce qu'on va voir les musées, les anciens musées devenir des musées modernes ces jours-ci? Personnellement, j'espère pas, parce qu'on a besoin aussi d'un musée vintage, un musée ancien qui garde un peu son allure, comme Tahrir, parce que rien que le bâtiment ancien, 1899 jusqu'à 1901, et c'était le rêve de l'Égypte d'une époque, une certaine époque. On a le grand musée et on a le musée de la civilisation qui sont très modernes, et on aura d'autres musées aussi très très modernes. Donc pourquoi pas garder un avec son cachet ancien? Pourquoi pas? Au contraire, c'est un plaisir. Alors, quand vous allez visiter le grand musée, le GEM, avec des étrangers, surtout les Français, qu'est-ce qu'ils disent de ce musée? Les francophones, en gros, parce que je rencontre aussi des gens de Luxembourg, de Canada, je rencontre des Belges, et des Africains francophones aussi. Tout le monde est subjugué par cette beauté, cette technique, ce bâtiment très moderne. Tout le monde est ravi. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont des larmes aux yeux devant le trésor de Toutankhamon, devant la mise en place de la muséologie, le lighting, c'est-à-dire la luminosité, les recherches de tout. Rien que la porte, vous voyez, elle est en onyx, elle est magnifique, elle est magnifique, éclairée rien que par l'onyx. Et puis ce côté grandiose qui met en valeur quand même les pièces égyptiennes trouvées dans les temples égyptiens et qui étaient un peu cachées, silencieux, quelques-uns qui étaient poussiéreux dans nos réserves. Donc vivement, qui a eu l'idée de l'Égypte de mettre tout ça en valeur et de les faire sortir à la lumière. Et bien sûr, ils font des comparaisons avec d'autres musées de par le monde qu'ils ont déjà visités. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelle serait la comparaison qu'ils font entre ce musée et les musées dans d'autres pays? Écoutez, je ne veux pas être chauvine, mais c'est un musée très très moderne et il vient d'être construit, il n'y a pas d'équivalent. Parce que même le Louvre qui est grandiose, le British Museum qui est grandiose, ils ont quand même leur cachet un peu ancien parce que ça aussi ça correspondait à leur époque. Donc encore, on a la gloire d'avoir le plus grand musée sur 500 000 mètres carrés, presque 52 hectares. C'est impressionnant, 100 000 pièces exposées. On a une mise en place incroyablement étudiée. On a un concept géométrique et d'une géniosité incomparable par la maison qui a gagné le concours sur cette réalisation. Donc quand même, ils disent que c'est incomparable, puis ils disent qu'ils sont enchantés et qu'ils veulent revenir. Et heureusement qu'aujourd'hui l'Égypte avait bien calculé l'existence d'un petit aéroport à côté, le Sfax, vivement qui s'agrandit un peu, vivement qui font toute l'infrastructure voulue, tous les hôtels tout autour. Et les Européens maintenant, plus que les autres, ils peuvent venir passer 3-4 jours et continuer de travailler. Donc, ils peuvent venir juste pour le week-end. Oui, juste pour un week-end, consulter le Grand Musée, les pyramides, le site de Gizeh qui est fantastique, qui est une des merveilles du monde, la pyramide de Khéops. Voilà. Et est-ce que les visites des élèves des écoles ont commencé au GEM ou pas encore? Toujours. Depuis le premier jour, c'était toléré. Donc on a eu des écoles un peu partout. Seulement, il a fallu un peu organiser le pace, le tempo de ces visites, puisqu'ils sont égyptiens, ils peuvent avoir le musée quand ils veulent. Donc on peut par exemple avoir un pourcentage des visites des écoles et puis mettre aussi un grand pourcentage pour les touristes. Ils ne l'ont pas fait encore, vivement qu'ils le font. Et comme ça, tout le monde aura accès au grand musée et au musée de la civilisation et aux autres sites archéologiques. Et d'après vous, qu'est-ce qui nous manque à propos des musées et de l'éducation?
Pour les musées, je suis très satisfaite jusqu'à l'instant. Peut-être il faut envisager pour après 30 ans ou après quelques années encore un autre grand musée, parce qu'on a encore dans nos réserves une richesse inouïe. Et comme vous entendez Yara et les autres, tous les jours il y a des découvertes à Saqqara, à Thèbes. Donc on fait sortir des sarcophages magnifiques. Donc il a fallu aussi les présenter quelque part. Mais pour l'éducation, il faut faire beaucoup. Il faut s'intéresser que nos écoles deviennent des écoles de la vie. Il faut enseigner l'éthique, il faut enseigner les principes, comme dans l'Égypte de l'Antiquité. Dans l'Égypte de l'Antiquité, si vous ne connaissez pas la loi de Maët, si vous ne connaissez pas comment être dans les vertus de Maët, donc vous n'êtes pas accepté. Donc quelque part, on a besoin de ça. Il faut commencer par l'éthique, par le moral, par comment agir vis-à-vis de sa nature, le Nil, la rue, son collègue. Est-ce que les musées égyptiens peuvent jouer un rôle dans cette idée? Oui, mais c'est pas assez, parce que vous visitez le musée une fois par an, étant qu'élève, 2 fois par an, mais l'école c'est tous les jours. Donc c'est un principe d'école, c'est un principe de la maison égyptienne. Même des fois, dans quelques civilisations, comme en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'enfant qui avait éduqué ses parents. Donc on attend qu'aujourd'hui, l'Égypte soit vigilante vis-à-vis de ça, et l'enfant devient le maître dans l'éducation de l'éthique, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, de ne pas envier l'autre, de ne pas, par exemple, être intrus dans la vie des autres, de respecter toutes les différences, d'avoir vraiment les principes de Maët. Vous savez, dans le livre des morts, il y a 48 commandements, pas 10 comme chez Moïse. Rien que ça, il faut les éduquer. Il y a aussi 101 lois de Maët. Rien que ça, je crois qu'on peut avancer et aller très loin avec les principes de Maët, même dans l'Égypte actuelle. Peut-être un jour, on va voir une école d'été dans le grand musée, dans le GEM. Et pourquoi pas. Et Maët, c'est pour vos spectateurs, c'est la déesse de l'équité et de la justice. Et les divinités de l'éducation de l'Égypte de l'Antiquité, c'est Thoth, le dieu Thoth, et la déesse Séchat. On connaît très peu Séchat, mais c'était un maestro divin. C'était quelqu'un qui enseigne l'architecture, la mathématique, l'astronomie divine. Merci beaucoup, Dr Manal Mourad. Je répète que vous êtes égyptologue et guide touristique. On a célébré aujourd'hui la journée internationale de l'éducation. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.